Citoyens, citoyennes, sujettes, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission du Cercle Richelieu. Et aujourd'hui, j'ai réussi à l'avoir, je l'ai, il est là, Teddy Boy RSA. C'est mon as de cœur, voilà, je l'ai. C'est vrai que j'ai fait patienter. T'es la première personne que je fais patienter parce que t'es tombé dans un trou, en fait un tourbillon où j'ai arrêté ma chaîne. J'ai commencé la chaîne de dessin animé qui m'a demandé un temps fou, et après il y a eu les vacances scolaire là de Noël où en fait tu vas chez les familles et tout, donc en fait t'es tombé dans un tourbillon total. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai, tu l'as enfin. C'est pas grave parce que moi, ma fille, elle est née juste quelques semaines avant, donc j'étais, on va dire, un petit peu débordé aussi. Oh. Donc finalement, ça s'est bien goupillé, quoi. Première ? C'est la première ? C'est la première, ouais. C'est la première. Bravo. Merci. Je contribue quand même au paiement des retraites de ces connards de Français. C'est ça. Donc, tu sais qu'en plus, en tant que royaliste, c'était super important pour moi d'avoir un enfant parce que je voulais faire une dynastie. Et donc voilà. Donc aujourd'hui, on reçoit Teddy Boy RSA, rien que ça. Et aujourd'hui, on va parler évidemment royalisme, vous vous en doutez. Peut-être que Teddy Boy va nous mettre quelques positions latérales de sécurité au milieu pour les petits royalistes qui ne veulent pas comprendre qu'il faut des fois un petit peu évoluer. Mais en tout cas, on a hâte de voir ça. Alors, Teddy Boy, merci déjà de m'accorder l'entretien, tout ça. Alors, je sais effectivement que tu as arrêté ta chaîne il n'y a pas longtemps et que tu es parti sur une autre chaîne sur du dessin, tout ça. Donc, ça nous fait très plaisir. Alors, simplement, première question, j'ai envie de dire... Comment tu en es venu à choisir le royalisme dans toutes les options qui s'offraient à toi? Tiens, c'est aussi fatal que le roi désigné par Dieu, tu sais. C'est ma mère, elle me faisait faire les tours des bords de Loire en fait, en camion. On faisait du camping en fait sur la Loire, et en fait je me suis pris d'affection pour les châteaux. Et j'ai commencé à acheter des livres en fait sur les bords de Loire. Donc tu sais, t'as des livres qui sont édités en tout petits exemplaires, et donc tu tombes sur 2-3 petites perles sur l'alchimie, le mysticisme occidental, parce que je commençais à être très proche vers 19 ans, je commençais à m'intéresser au mysticisme oriental, et donc le pont vers 20 ans, a commencé à se faire vers le mysticisme occidental, donc l'alchimie. Et puis alors, quand tu visites les châteaux, jour après jour, que tu baignes complètement dedans, pendant des semaines, et que tu dors dehors, enfin, dans un camion et compagnie, tu sais, moi je faisais mes pompes en sortant du camion, et je faisais mes pompes en face des vignes, tu vois, avec la rosée du matin. Donc c'est des expériences que j'ai renouvelées 4 ans de suite. Et puis ma première méditation transcendantale, je l'ai faite dans le camion pendant qu'elle roulait, en pleine chaleur, et j'ai eu le flash entre 2 châteaux. Et puis alors après, quand tu te balades dans les châteaux et que tu vois toutes les salamandres, les symboles alchimiques, que tu visites le château de Balzac, enfin sa demeure, que tu découvres des choses sur l'édition française, mieux que n'importe quel gauchiste te le dirait dans un livre édition PUF, tu finis par avoir un lien très très affectif avec le château. Et donc, tu commences à t'intéresser à la corporation. Qui a fait les châteaux? Pourquoi? Et puis, voilà, après, je suis tombé sur un livre de Maurras qui disait en préambule un truc, je me rappelle plus de la phrase, mais très convaincante, pour annihiler la République, quoi. Pourquoi faire la République alors qu'on peut faire un roi, l'anarchie plus 1, enfin, tous ces trucs-là. Ça m'a suffi pour me convaincre que le dysfonctionnement venait de la République. Alors du coup, c'est très intéressant. C'est d'abord une expérience presque métaphysique qui te pousse vers la royauté. Oui. En fait, le truc, c'est qu'il y a un moment où moi, c'est ça. Moi, j'ai subi une transformation, une transmutation intérieure, ce qu'on peut appeler la première pierre. Alors, il y a Buren Steniers qui parle de la première pierre. Quand je suis allé le voir en conférence, j'ai découvert ça. Ça a été pendant 2 ans, j'ai fait un grand moment où je ne savais plus. Je perdais en fait mes pouvoirs internes. Et je me demandais pourquoi, qu'est-ce que c'était que j'avais vécu. C'était le flash intérieur, les 3 flashs. Et en fait, Buren Steniers s'en parle des 3 flashs et il appelle ça la première pierre. Donc à partir de là, je me suis dit, ah d'accord, donc en fait, après il y a une deuxième pierre, c'est la réalisation dans le matériel. D'abord, tu as une réalisation intérieure, puis tu perds ces pouvoirs-là. Ça peut durer entre 1 mois et 6 mois de pouvoir où tu es capable de ressentir l'émotion des autres, etc. Tu es très posé. Mais après, tu le perds, ce pouvoir. Il faut l'incarner dans la terre. Donc moi, j'en suis au travail sur la deuxième pierre. À partir de là, je me dis, je ne suis pas perdu, je suis juste en train de... J'ai vécu quelque chose à l'intérieur, il va falloir que je le mette dans la pierre. Et donc c'est ce truc-là
ces flashs, cette manière de ce ressenti intégral où tu sais que tout est dans tout et tu sais, en fait tu sais, il y a vraiment rien d'autre à dire, mais qui fait que quand tu le cherches en politique, en gestion humaine, il y a un moment où tu dis bon, la République non, ça c'est sûr que le système républicain, en tout cas tel qu'on le connaît en France, ça n'est pas la réalisation intérieure que j'ai vécue, c'est pas la même chose. Et puis le roi, tu regardes et puis tu vois qu'il y a des gens qui sont royalistes et qui eux te parlent de cette transcendance intérieure. Donc tu dis ah c'est marrant parce que visiblement ça a l'air de coller. Et puis quand dans ton application, par exemple moi j'ai une association d'artistes, tu vois que quand tu appliques un semblant de royalisme par le biais d'une corporation, ça fonctionne mieux que quand tu appliques le truc des votes à main levée et compagnie. Et ben il y a plein de choses qui font que tu te dis oui le roi ça a l'air d'être ce qui est le plus proche de la réalisation intérieure de l'individu. En gros, c'est le modèle le plus soft, plus sain. Oui, le roi, c'est le seul modèle politique dans lequel il y a la spiritualité, et dans lequel même la spiritualité a une part presque prédominante, quoi, hein, par rapport à toute la matière. Alors qu'effectivement, ça, on pourra jamais le retrouver dans une république. Est-ce que tu as lu un petit peu des René Guénon, des Julius Evola, les grands maîtres de l'ésotérisme? Julius Evola, tout le monde me le dit, ça fait 8 ans que je le cherche, il n'est pas édité. Il n'est pas édité en France. Il y a des livres qui sont interdits. C'est très difficile à le trouver, effectivement, Julius Evola, parce qu'il a eu des liens, on va dire, un petit peu difficiles avec le nazisme, là, ou je sais pas quoi, avec le fascisme en Italie. Mais alors, il a failli d'ailleurs finir en prison, emprisonné par Mussolini, parce que justement, il expliquait que le fascisme, c'était pas ce que Mussolini faisait. Oui. Comme d'hab. Comme d'hab, voilà. Et malheureusement, il est très difficile à trouver en France, mais il y a quelques-uns de ses bouquins, dont notamment Révolte contre le monde moderne, qui a le même titre qu'un autre livre de René Guénon qui s'appelle également Révolte contre le monde moderne, et où les deux passent sur tout le modèle, la quantité au lieu de la qualité, le modèle république contre le modèle royauté, etc. Et tout le désastre des temps modernes, quoi. Ce que les hindous appellent le Caligula. En tout cas, oui, j'y ai été confronté en début de mes lectures quand j'ai commencé à lire à 19 ans. Je crois, fin 19 ans, j'étais déjà sur René Guénon, quoi. Mon premier livre, c'était 19 ans, sûrement. Et puis, j'ai lu mon premier livre à 19 ans, et à 19 ans et demi, j'étais sur René Guénon, quoi. Ah t'es vite parti sur René Guénon, parce que normalement, c'est plus tard qu'on arrive à René Guénon, quoi. Ouais, mais si tu traces ta route dans la philosophie, ça vient vite. Puis en plus, j'étais dans les réseaux ER, Égalité, Réconciliation, il y avait pas mal de guénoniens. Tu sais, au début de ER, il y avait plus de mystiques que de politiciens. Au début de Égalité Réconciliation autour de Soral, moi j'avais fait quelques passages, peut-être 10 passages dans les AG, enfin tu sais dans les trucs qu'ils organisaient, et il y avait plus de guénoniens et de mysticiens que de politiciens. Et donc du coup j'ai été initié par des gens un peu plus âgés que moi directement. D'accord, t'as fait un petit bout de chemin du coup avec Égalité et Réconciliation, surtout au début, à côté. Ouais. Mais en fait le truc c'est que mon premier livre c'est Soral. Le premier livre que j'ai lu, c'est Soral. Parce que j'ai découvert le streaming en 2011 quand il faisait... en 2010. Dailymotion, quand il avait une seule vidéo, c'était la journée du salaud. Et ensuite, il a ouvert son site soral.fr où il répertoriait tous ses passages télé. Et ça, c'était l'époque où en fait le streaming commençait à peine. Il n'y avait pas Cyprien en ligne. Il y avait YouTube, c'était une poubelle. Et en fait, on faisait partie des 5000 personnes à regarder Soral parce qu'il parlait des femmes. Donc le premier truc, ça a été Sociologie du dragueur et Misère du désir. C'est vrai, je m'en souviens. Sociologie du dragueur, je crois que je l'ai encore dans ma bibliothèque, effectivement. Ensuite, il a monté son association. On n'a rien compris parce que la com, c'était le chaos. Et il a monté le site et là, on a commencé à comprendre. Alors moi, j'y adhérais pas parce qu'il y avait le drapeau français, je trouvais ça un peu vulgaire. Et j'avais un pote qui lui adhérait à ça, il lisait Papacito. Tu sais, il y avait toute la nouvelle droite qui était en train de se mettre en place dans les facultés. Il y avait les gens d'extrême droite de faculté que je fréquentais. Moi, j'étais pas à la faculté, je faisais pas d'études. Mais bon, j'y allais pour écouter des cours. Et donc oui, j'ai été initié par ça. Et ensuite, quand j'ai compris la structure ER, j'y suis allé pour voir. Et il y avait tous les guédoniens qui sont partis assez vite. Il y avait les survivalistes et les guédoniens qui bossaient ensemble. Ils ont commencé à acheter des terres, etc. Et puis après, bon, ça s'est professionnalisé, c'est devenu un peu spécial après. C'est devenu plus matérialiste, plus politicien et un peu moins sur la spiritualité et la métaphysique. Et le moment où c'était le bordel, c'était marrant. On y a cru. Les premières manifs ER, par exemple, on y a cru. On a cru qu'il y avait un truc qui se passait.
Alors c'est marrant quand même, du coup vers les 18-19 ans tu te cherchais déjà un petit peu à la fois spirituellement et du coup un modèle politique qui collerait un petit peu à cette spiritualité. Comment tu es arrivé à ça? Alors ta mère effectivement te baladait un petit peu entre les châteaux comme ça, mais est-ce que par exemple tu étais un bon élève au collège et au lycée? Est-ce que c'est arrivé naturellement en lisant des livres? J'ai pas connu le lycée, pour te dire. Ah d'accord. J'ai fait collège et ensuite j'ai fait école d'art graphique que j'ai quitté à chaque fois au bout de la première, je me suis fait virer en fin de première année parce que je m'étais battu avec les mecs pour des histoires de gonzesses. Et puis après, deuxième école, je suis parti au bout de 3 mois parce que pour des raisons affectives encore, et puis je voulais bosser, etc. Donc j'ai repris le bac à 23 ans. Mhm. Donc ça, c'est mon parcours. Et alors après, oui, au niveau tu m'as dit, au niveau du parcours, toi, c'est surtout au niveau du parcours spirituel ou lecture? Bon, on va dire les deux, quoi. Comment on en arrive à 18 ans, 19 Oui, ans, alors, se dire je vais lire Guénon, en fait, je vais égalité, ça. réconciliation, tout ça, quoi. Et parce que j'étais à côté de la plaque, parce que j'ai pas connu l'internet, comme j'étais pas au lycée et que j'étais pas à la fac, j'ai pas eu besoin d'être connecté à internet. Et comme j'aime pas les jeux vidéo en ligne, je ne comprenais rien, je savais pas faire une recherche Google. Mhm. Donc moi c'est en 2012 que j'ai découvert YouTube et j'ai commencé à savoir faire une recherche Google en 2012. D'accord. Donc toute ma vie, je l'ai faite. Quand tu t'emmerdes en fait, tu vas pas jouer aux jeux vidéo toute ta vie. Tu finis par lire et draguer des gonzesses. En fait. Donc ma vie, je l'ai faite dans le matériel. Je comprends mieux l'attirance pour Soral du coup, parce que lire et draguer les gonzesses, effectivement, c'est plus ça s'oriente vers Soral. C'est pour ça que j'ai lu Soral, parce que j'étais désocialisé. J'avais des potes qui étaient à la fac, qui arrêtaient pas de rencontrer des gonzesses, ils les baisaient pas forcément. Donc moi, il fallait bien un lien. Il fallait bien que je crée un lien pour les niquer, tu vois. Parce que c'est pas, à un moment, j'ai travaillé à McDonald's, c'est pas à McDonald's que j'allais me taper des filles à lunettes et à grosse bibliothèque, tu vois. Alors là, j'adorerais faire une émission juste sur comment draguer les filles avec toi, parce que je suis sûr que là, avec en plus un mec qui a été formé un petit peu à la base par l'idéologie Soral, comme moi aussi d'ailleurs un petit peu, mais moi j'ai jamais osé autant l'appliquer que ce qu'il préconisait, ça doit être super intéressant, parce que effectivement, il y a un petit côté, je sais pas si t'as vu le film Will Hunting. Non, pas du tout. En fait, ça raconte un petit peu l'histoire d'un surdoué qui vient des quartiers un petit peu difficiles et à un moment donc il va dans un bar où il y a que des mecs d'Harvard, quoi. Et lui évidemment est beaucoup plus intelligent que la plupart de ces mecs qui ont fait que collecter des informations. Voilà, lui, il a une intelligence qui est il a lu, il a compris, et en plus il a développé ses propres théories. Et à un moment, il y a un mec qui commence à essayer de lui foutre un peu la honte devant une fille en marquant qu'il est pas d'Harvard et tout, quoi. Et lui, là, il le démonte en expliquant pourquoi lui, il sert à rien, que c'est juste, il aura un beau diplôme et une belle entreprise, alors que l'autre, lui, Will Hunting, il est réellement intelligent, quoi. Et la fille, tu vois juste qu'elle est en adoration devant le mec quand il parle, quoi. Et voilà, alors, donc, ça, c'est un fait, c'est une technique. Une des techniques que Soral donne pas, et en fait, on le comprend mal, c'est qu'en fait, dans les années 2011-2012, on croyait encore, il y avait les jeunes types de fac qui étalaient leur culture, avec souvent Freud, beaucoup Freud qui revient. Et en fait, c'est une base de merde qu'ils ont appris au lycée. Et en fait, ça permet c'est un marqueur social pour montrer qu'on a de l'argent et qu'on fait partie d'une classe qui peut offrir de la calorie à la femme, en gros. Et toi, quand tu débarques, que t'es prolétaire, le premier truc que tu fais, c'est de débattre avec les femmes. Donc ça, c'est faux, il faut pas le faire. Souvent, ça amenait au débat politique ou au débat philosophique. Et en fait, c'est pas ce qu'il faut faire. Le débat, il y avait un mystique comme ça, j'ai perdu beaucoup de temps, moi, dans mon apprentissage à cause de ça. En fait, il y avait une mystique du débat que les femmes aimaient faire. Maintenant, je crois que c'est plus trop le cas. Et en fait, il faut pas débattre avec les femmes, il faut débattre avec le mec qui a le lead dans le groupe. Si lui te provoque sur le plan de la culture et qu'il essaie de t'assommer avec sa culture héritée, toi, tu le contrecarres avec une culture réelle et bien sentie en quelques phrases. Et là, à ce moment-là, tu prends le lead, et en effet, comme tu dis, t'as les femmes qui sont en adoration. Mais par contre, avec les nanas, faut pas continuer le débat. Elles vont te demander ça, mais le débat, c'est dans le lit. La confrontation, ça doit se passer par le sexe. Donc, il faut arrêter le débat et plutôt passer dans un registre de savoir si elle baisse bien, comment elle gère son corps, est-ce qu'elle est au courant de tout ce qu'elle peut faire avec ses émotions, est-ce qu'elle sait manipuler un homme, lui apprendre, pourquoi pas, à savoir manipuler ses semblables pour trouver sa place dans la société, ce genre de truc en fait. C'est marrant, ça me rappelle un roman de Jean Lartégui, qui était un grand écrivain que j'adore, qui écrivait beaucoup sur les officiers parachutistes, un peu les décolonisation, tout ça, et qui à un moment donc fait dire à un de ses héros, il ne faut jamais parler de choses sérieuses à une femme. J'adorais ça. Après, le problème c'est que choses sérieuses, on n'a pas l'impression, mais la sociabilité, parler de sociabilité avec une femme, c'est une chose sérieuse pour elle, puisque c'est sa logique de survie. C'est ce qui lui permet de trouver, c'est très sérieux. Oui, absolument.
Et tu vois, par exemple, Facebook, les rapports Facebook, lui apprendre à communiquer sur Facebook ou parler de la communication Facebook, c'est très sérieux pour elle parce que c'est ce qui va lui permettre d'éventuellement trouver un homme ou des ressources financières, ou etc. quoi. Oui, en fait, il faut pas parler de choses sérieuses pour un homme avec une femme, Exact. mais il faut parler de choses sérieuses pour une femme. C'est ça. Enfin, en tout cas, moi, de mon expérience, c'est ce que j'ai trouvé comme clé. Oui, non, mais ça me semble logique, et d'ailleurs, ça me semble regrouper un petit peu ce que j'avais entendu. Et pour faire le lien avec les rois, l'époque royale le savait très bien, parce que quand tu regardes la codification courtoise, ainsi que les trucs du XVIIIe siècle, là, tu sais, quand ils parlaient, là, je sais plus comment ça s'appelle, tu sais, les chaises, là, enfin, quand tu visites les châteaux, tu vois qu'ils savaient codifier les rapports sociaux hommes-femmes. Oui, tu veux dire les salons, un petit peu. Alors voilà, il y a les salons. Il y a les salons où tu vois, par exemple, c'est ça qui est important, c'est pour ça qu'il faut se déplacer chez les rois, ou les princes, enfin les nobles, pour comprendre. Quand tu vois les sièges à 3 personnes, tu vois, t'as des sièges qui sont faits pour 3 personnes. Oui, je vois tout à fait. Les gens, ils sont de dos, ils peuvent se parler comme ça, en messe basse. Alors que, tu vois, il y a l'aspect se regarder. En fait, il y a 8 groupes de 3, et tu peux passer de l'un à l'autre, et tu observes l'autre de loin. Tu observes les autres groupes. Ça crée une logique triangulaire du désir. Ça, ils savaient faire. Ensuite, la logique courtoise du Moyen-Âge, c'est en fait rien de plus que ce qu'on appelle la programmation neurolinguistique dans la séduction actuellement. Tu regardes les livres de drague, la codification des livres de drague actuellement, c'est rien de plus que la courtoisie du Moyen-Âge. Ne pas débattre avec les femmes, ne pas parler politique, ne pas aborder des sujets chiants. Tu vois, tout ça, on le retrouve chez Laclos au XVIIIe siècle et dans les romans courtois. Et la courtoisie, c'est pas s'incliner devant une femme, ça n'a rien à voir. C'est savoir utiliser l'art de la guerre, mais dans la séduction, dans un processus de séduction. Très très particulier. Tout ça, c'était écrit. Oui, il faut lire Les liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos, par exemple. Voilà, c'est ça. Alors, donc on a vu un petit peu comment t'en es arrivé au royalisme, le côté spirituel, le côté, enfin tout ça. Toi, ta vision du royalisme, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est le royalisme pour toi ? En fait, le truc, c'est que je me suis pas plus documenté que ça parce que j'ai pas besoin. Moi, je pars du principe que j'ai pas le droit au militantisme parce que le militantisme, c'est la République. C'est une logique républicaine, c'est une perte de temps, c'est une perte de salive. C'est ce que j'ai dit dans une précédente émission d'ailleurs. Voilà. Et donc c'est pour ça que je t'avais commenté en disant, en effet, bravo, c'est exactement ce qu'il faut. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, toi, tu as trouvé le bon moyen, Teddy, d'être militant, c'est être. Et en effet, c'est ça. Sois royaliste, ça suffit. Si tu l'es, si t'es convaincu, bah, t'es prêt à accepter un roi. En tant que peuple, homme du peuple, t'es juste prêt à accepter un roi. Ça suffit. Et le roi, il doit être prêt à accepter aussi son trône. Parce que c'est ça qu'on demande. Accepte ton trône et accepte tes sujets, et en retour, ton sujet accepte son roi. Accepte ta place. Et à ce niveau-là, est-ce que tu penses que les princes qui sont prétendants actuellement au trône de France, c'est-à-dire globalement il y en a deux, hein, il y a le duc d'Anjou, c'est-à-dire la branche Bourbon espagnole, et de l'autre côté le comte de Paris, c'est-à-dire la branche Bourbon orléaniste, est-ce que tu penses qu'ils ont compris ça ? Moi je crois que j'en ai vu quelques-uns là, rigoler sur un plateau radio, entre royalistes, ils pouffaient. Oui. J'avais l'impression d'être dans une caricature de Louis XVI, c'est ça ? Ridicule, enfin ça n'avait aucun sens. C'était le film ridicule en fait. Oui, je vois. Oui, c'était sur RMC peut-être, non ? Ouais, je crois, ouais, un truc comme ça. Oui, ça effectivement. Sens. Bon, ils sont libéraux, ils sont sympathiques, ils sont bien sapés. Ils en ont rien à branler, apparemment. En tout cas, moi je vois pas de mouvement particulier. Ce que je constate, c'est que maintenant, on a eu l'occasion de tourner un clip dans un château pour 100 €. Donc en fait, les châteaux ne rentrent pas dans leurs frais. C'est-à-dire que les châtelains n'arrivent pas à rentrer dans leurs frais, donc ils louent des services à rien pour essayer de faire de la com. Du coup, tu te retrouves avec des clips là en tendance encore récemment avec des Africains qui font de la musique africaine là, tu sais, dansante à la mode dans des châteaux et ils se roulent sur les tables avec des filles à gros cul. Et ça doit leur coûter 200 balles, 2000 € peut-être à la location du lieu. Et donc le châtelain que j'avais vu, c'est des mecs, voilà, bon, ils font, c'est horrible quoi, la manière dont ils pensent le lieu. C'est à la fois un endroit où tu peux dormir, à la fois un endroit où tu peux faire des balles, à la fois un endroit où tu peux prendre des photos. Enfin, ça n'a aucun sens. Donc, où sont les princes
où sont les rois? Est-ce qu'ils seraient pas en train de vendre? Moi, j'ai vu des reportages où ils vendaient en fait les châteaux. Les châtelains vendent des châteaux aux Américains. Il y a un Américain qui a maintenant 10 châteaux qui ont fait des lieux hyper vulgaires de. Des Chinois aussi. On en a vendu quelques-uns à des Chinois comme ça. En fait, j'ai même vu un truc comme quoi on avait vendu 2 ou 3 châteaux à des Chinois qui organisaient des mariages en fait de Chinois fortunés qui venaient en France pour se marier en car. Ils arrivaient à Roissy ensuite et ensuite ils allaient en car. Et donc voilà, c'était les 3 châteaux qu'on leur vendait. Ils pouvaient aller dans le château pauvre, le château moyen, le château riche, quoi. Moi, j'ai vu un prince, je me rappelle plus du nom, qui avait un château. J'étais allé voir. Il avait une collection de voitures. Ah, c'est un Italien, non? Oui, exact. Un petit Italien qui doit avoir 17 ans aujourd'hui ou 18 ans. Un Espagnol ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Je me rappelle plus. Mais en gros, il avait une collection de bagnoles. On n'avait pas le droit de prendre de photos. Je me suis mis à dessiner les bagnoles par esprit de contradiction. Et la meuf m'a dit, pas le droit au dessin. Et je dis pourquoi? Elle me dit parce qu'on n'a pas le droit de reproduire la voiture. Il y avait un non-sens. Et alors voilà les règles. Je sais pas, ça ressemble pas à grand chose. J'ai pas l'impression qu'ils taffent. Hein. Bah, effectivement, j'ai pas l'impression que les princes prétendant au trône actuellement, c'est-à-dire soit les orléanistes, soit les bourbons espagnols, aient réellement envie d'accéder à ce trône, ou en tout cas aient réellement envie de se démarquer suffisamment d'un type qui est candidat à la présidence de la République pour essayer de former quelque chose avec les royalistes, quoi. J'ai l'impression que ça fait 2 générations qu'ils ont appris à se coter en bourse et à jouer avec leur héritage. Donc, c'est ce que j'ai eu l'impression sur RMC, c'est que les gars étaient, ils maîtrisent. Ils commencent à maîtriser le libéralisme, ça va, ça passe. Bah, c'est vrai que du coup, c'est aussi pour ça que pas mal de gens se sont détournés du royalisme à un moment, c'est-à-dire qu'ils ne croyaient plus dans les prétendants au trône. Mais j'ai même un ami récemment qui m'a dit qu'il ne croyait plus aux royalistes traditionnels et que maintenant, pour lui, la rédemption viendrait peut-être du royalisme qui se développe sur YouTube, sur Internet, en règle générale, quoi. Le royalisme, un peu de la dissidence, dirait Alain Soral. J'en sais rien. Après, moi, ce que je vois, c'est que à notre échelle, qu'il y ait un roi ou non, être royaliste, c'est une manière de vie. C'est une méthode de vie. C'est une manière d'être. C'est une certaine sagesse, modestie, travail, compréhension de la corporation, amour de son collaborateur. Après, voilà, si les gens sont formés à ça et si les gens aiment cette mystique, comme on dit, hein, c'est une mystique. C'est-à-dire s'ils adhèrent à ça et si ça leur fait du bien au corps, plus on va être nombreux et plus on peut faciliter l'émergence d'un roi. À l'image d'un peuple sage. Parce que c'est pas en ayant un peuple d'idiots, de gorées, qu'on va se retrouver avec un roi intelligent. Hein. Aussi. Alors, je sais que toi, ça t'a beaucoup intéressé le système des corporations sous la monarchie. En quoi tu penses que ce serait vraiment un mieux par rapport au syndicat qu'il y a actuellement, ou par rapport à l'organisation économique qu'il y a actuellement? Le syndicat, c'est la corporation dont on a enlevé tous les droits, déjà, historiquement. C'est-à-dire qu'en gros, tu as une corporation, dans une corporation, il y a une sécurité sociale, il y a, donc ça veut dire qu'en fait, il y a 50 personnes, on pense une corpo de 50 personnes, qui font du dessin animé, puisque moi je fais du dessin animé. Chacun reverse 10% de sa paye à la corpo. Ça fait une caisse commune. Dans cette caisse commune, il y a la sécurité sociale. Donc, il y en a un qui tombe malade, on tape dans la caisse commune pour lui donner un salaire. Il y en a un qui meurt, la caisse commune est attaquée pour payer de l'argent à la veuve et à ses enfants. Ensuite, dans une corporation, le gars passe. Il y a une hiérarchisation du savoir. Quand t'es apprenti, tu fermes ta gueule, t'apprends. Ensuite, quand t'es... Alors, je me rappelle plus, je crois que c'est maître et surmaître. Je me rappelle plus de la troisième étape. Apprenti, compagnon et maître. Et maître. Donc le compagnon, il a le droit d'enseigner en dessous et il commence à avoir la gestion des outils. C'est-à-dire qu'on l'a fait passer par la gestion des outils. Donc après, il apprend et il commence à concevoir. Et le maître ne fait que concevoir. C'est-à-dire qu'en fait, le maître est vieux, il peut plus foutre vraiment la main dans le cambouis, mais par contre, il a appris. Donc il peut commencer à planifier. C'est ça le truc. Donc déjà, il y a une logique de travail intéressante, humaine, et il y a une sécurité sociale interne. Le syndicat, c'est la même chose. Sauf qu'il n'y a pas de caisse commune. La caisse commune, t'as pas de sécurité sociale, puisque la sécurité sociale, elle est nationale. Donc on leur enlève la possibilité d'argent. Donc ça n'a aucun sens déjà. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de levier financier. Et ensuite, c'est un syndicat interne à une société. Et il y a plusieurs syndicats dans une société. Ça n'a aucun sens. Une corpo, c'est une corpo. C'est un corps de métier avec un savoir-faire. Et un carnet de commandes. C'est pas plusieurs corporations au sein d'une société qui te domine. Ça n'a aucun sens. La corpo, c'est elle qui gère ses outils, sa ressource humaine
son apprentissage, sa méthodologie aussi. Parce que c'est pareil, une société, la méthode, c'est l'école. L'école, c'est la République. C'est-à-dire qu'il y a une méthode commune pour toutes les sociétés, et on te livre tous les quignols et les prennent la patte dans les sociétés. Ils savent rien foutre, ils ont une méthode commune de merde, et on te les livre dans les sociétés, et on dit aux sociétés, démerdez-vous avec ça. Avec ce qu'on a échoué. Démerdez-vous avec nos échecs. Et les sociétés doivent travailler avec ça, et supporter les syndicats en interne, sans avoir de sécurité sociale interne. Sans pouvoir prendre les 10%. Les 10%, ils les reversent à l'État. Tu saisis le truc? Ouais. D'ailleurs, pour finir, pour moi, la sécurité sociale, bon, c'est ça le rapt. Hein. Le rapt franc-maçon. Quand les francs-maçons ont créé la République et ont enlevé aux corporations le droit à la sécurité sociale, tout est là. La sécurité sociale, on n'arrête pas de dire qu'elle coûte trop cher. Sur le plan national. Parce que si tu penses, la sécurité sociale, c'est fait pour les travailleurs. C'est pas fait pour une nation. Ça n'a aucun sens. C'est pas tu nais sur une terre, donc tu as une sécurité sociale. Normalement, la sécurité sociale, c'était tu travailles dans une corpo, donc tu as une sécurité sociale. Et c'est pour ça que ça peut pas marcher sur le plan national. C'est parce que ça n'a pas été conçu pour ça. Sinon, c'est une espèce de grande mafia nationale hideuse, en fait. Mais alors moi, je trouve l'idée super intéressante de la corporation. Mais le problème, c'est que maintenant, on n'a plus réellement de métier, on a des emplois. Est-ce que ça marcherait encore? Est-ce qu'on peut faire une corporation avec des secrétaires médicales, par exemple, quoi, qui sont un peu interchangeables? Le concept d'emploi. Il faut retirer le concept d'emploi. C'est ça la maladie. Et il faut revenir que nous a donné la République, à la notion de métier, véritablement. Apprendre un métier. Hein? Il faut revenir à... Allô? Mais oui. Oui. Mais oui. Apprendre un métier. Ou des métiers. Adhérer à des corpos. Tu sais, quand tu te salaries, t'en as rien à foutre de ta société. Ça, c'est ignoble. Ça n'existe pas, ça. Que tu sois dans une société à 3 personnes ou à 50 personnes, c'est toujours pareil. Les gens, ils en ont rien à foutre. Ils touchent leur salaire, ils arrivent en retard, ils font des arrêts maladie, ils en ont rien à branler. Et alors justement, ils connaissent pas le nom de l'histoire de la société. Ça passerait probablement par une modification, une grande modification de l'éducation nationale, quoi. Mais il faut pas d'éducation nationale. Pourquoi faire? Oui, donc oui, vous savez que dans une perspective corporatiste, de corporation, une éducation nationale, ça ne servirait pas à grand chose. Mais pour les Romains, c'est l'imitatio. C'est par ça que tu apprends. Tu as 6 ans, tu accompagnes ton père. S'il est sénateur, tu l'accompagnes au Sénat. S'il est agriculteur, tu l'accompagnes avec lui. Et ils avaient un système, les jouets romains, c'était en fait par exemple, ils avaient des petits machines à labourer, miniatures, pour que l'enfant imite le père. Ou des petits endroits pour sénateurs, pour micro-sénateurs. Donc on dit oui, mais aussi c'est la reproduction des élites, etc. Non. Parce que une fois qu'il a 13 ans, le gosse, il a appris au moins le métier de son père. Qui à 13 ans connaît le métier de son père? Personne. Donc à 13 ans, il connaît le métier de son père. Ensuite, il peut aller adhérer à une corporation qui est autre. Il peut aller travailler en tant que boulanger. Il fait ce qu'il veut. Il n'est pas obligé de faire le même métier que son père. Pas du tout. C'est vrai en plus que dans l'histoire de Rome, il y a eu un certain nombre d'affranchis, donc de gens qui sont commencés comme esclaves, qui ensuite ont reçu la liberté, qui ont appris un métier et qui se sont hissés suffisamment haut dans la société pour devenir sénateurs et accéder aux hautes fonctions. Mais parce que le salariat, c'est l'esclavage, et l'esclavage, c'est le salariat. Parce que tout simplement, ce qu'on appelait, c'est comme esclave, le domaine, t'étudies l'esclavagisme, à part l'esclavage noir, parce que là, c'est la version hardcore de l'esclavage. C'est-à-dire c'est le moment libéral capitaliste de l'esclavage. Mais l'esclavage, à la base, le mot, c'est exactement ce qu'on appelle le salariat. Sur le plan social, c'est exactement la même chose. Tu peux changer, l'esclave peut changer de maître, comme nous, on change de société. Voilà. Sauf qu'à la base, on te filait un logement, etc. Un esclave, c'est ça le truc. Bah oui, parce que ce qu'on n'a pas maintenant. Et alors, le truc, c'est que l'esclavage, maintenant, il change de nom, comme on fait changer de nom au secrétaire. Tu sais, secrétaire, normalement, c'est pas une fille qui répond au téléphone. Secrétaire, dans une société, c'est le second du président de la société. C'est-à-dire que le président donne une vision, et le secrétaire applique dans le concret la vision du président. Et donc, on a appelé secrétaire les femmes qui répondaient au téléphone pour leur donner du charisme, tu sais, pour leur faire plaisir. Et maintenant, on appelle une femme qui répond au téléphone comment on appelle ça? Responsable de la communication. Il n'y a plus le mot secrétaire. Maintenant, c'est responsable de la communication. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle répond au téléphone et elle tapote sur Facebook toute la journée. Et c'est toujours ça. Et donc, esclavage, c'était devenu péjoratif à cause de le moment où il y a eu la traite des nègres, etc. Et du coup, on a changé de nom et on appelle ça salariat. Tu perçois un salaire. Quelle noblesse.
C'est l'enfer du salariat, en fait, ce que beaucoup appellent l'enfer du salariat. C'est l'esclavage moderne, quoi. Oui. D'accord. Et donc, l'éducation, si elle n'est plus nationale, elle sera d'abord familiale. Mais toi, t'as envie de mettre tes gosses à l'école? Non, pas spécialement, mais moi je suis prof, tu sais, donc je relativise beaucoup de choses. Mais moi, c'est clair que quand je vois l'éducation nationale, quand je vois même le boulot que je fais, du coup, moi, ça me donne pas nécessairement envie d'y mettre mes gosses. Mais d'ailleurs, tous mes collègues mettent leurs gosses dans le privé. Mais dans le privé, il y a seulement un élément qui change. C'est-à-dire qu'il y a un peu plus de discipline et un peu plus de sanctions. Voilà, c'est l'élément qui change, donc on va dire que globalement quand un mec fait une grosse connerie, tu vas le virer. Là tu peux le virer alors que dans le public tu peux pas. Mais effectivement, s'il fallait trouver un autre moyen d'éduquer mon enfant, je pense que très honnêtement, je suis plus apte moi-même en lui donnant l'éducation que j'entends lui donner que n'importe qui dans l'éducation nationale, quoi. Après, suivrait les prescriptions d'éducation nationale. J'ai pas envie de mettre mon enfant à l'école. Donc ou j'arrive à faire un métier où je bosse chez moi et je m'occupe de lui. Et je le ferai sortir, il n'y a pas de problème, il sera dehors. Il y en a plein des vidéos, même de gauchistes, qui n'ont pas mis leur enfant à l'école et ça marche très bien. Il y a une fille de 16 ans là, parents gauchistes, pas de problème. Tous les enfants qui sont pas allés à l'école ou qui y vont le moins possible, de toute façon, ils s'en sortent très bien. Intellectuellement, ils passent le bac à 16 ans, pour te donner l'ordre d'idée. Parce que c'est un mouroir, c'est comme les vieux. Le gosse, c'est un mouroir. C'est un endroit dangereux, en plus, physiquement, où les gosses attendent et dorment mentalement et ils apprennent ils sont extérieurs à eux-mêmes. Non, mais c'est vrai, je peux le confirmer en tant que prof, très honnêtement, c'est plus une salle d'attente, ma salle de cours, que réellement une salle où je peux enseigner. Déjà, je peux pas enseigner ce que je veux, mais... Voilà, exactement. Pourquoi ? Parce que les profs peuvent pas enseigner ce qu'ils veulent. Et donc, c'est le constat que je fais de plus en plus. En fait, il y a un seul truc que je comprends. Plus je vieillis, plus je comprends que l'État veut tout contrôler. Si toi, tu décides d'être prof de village, 50 élèves, c'est tout. Tu pourrais leur enseigner ce que tu veux. Je suis sûr que les gosses, à 13 ans, ils passent le bac. C'est sûr. Mais l'État veut pas. Parce qu'il veut pas ne pas être au courant de ce que tu leur mets dans la tête. Il s'en fout des résultats. Il veut être au courant de ce que tu mets dans la tête. Et c'est pareil que les impôts, etc. Je viens de constater, en parlant à des prolétaires et des semi-prolétaires, que 80% du prix de l'essence, c'est les taxes. 80% des prix de la cigarette, c'est les taxes. Donc en fait, toutes les augmentations cigarettes et essence, c'est que des taxes. Parce que le prix de revient de base, c'est rien. Taxe à l'habitation, taxe à la revente, taxe, si t'as acheté une maison à 250 000 balles, tu te fais taxer sur tout, donc tu payes l'équivalent d'un loyer à 250 € parce que t'es propriétaire d'une maison à 200 000 balles, et quand tu le lègues à ton enfant, il y a encore une taxe par-dessus. C'est-à-dire que lui, il va être taxé quand il va le recevoir, le logement, et il va être taxé s'il le revend. Oui, c'est les droits de succession et les droits notariés, de revente, etc. Ils veulent tout contrôler, tout. Donc c'est pire qu'à l'époque du roi, où en fait le roi déléguait le contrôle aux corporations. C'est-à-dire que le roi donne des indications aux corporations, des interdictions et des autorisations, et après c'est les corpos qui gèrent leur individu. Oui, je précise d'ailleurs à beaucoup de gens qui ne l'ont jamais compris que la monarchie absolue, ça n'a jamais existé en fait. Il y a toujours eu des corps intermédiaires, justement comme les corporations qui étaient des gros corps intermédiaires, les parlements qui ont finalement un peu baisé la royauté parce qu'ils symbolisaient plutôt les élites, la noblesse, le clergé, les municipalités, puisqu'on n'était pas obligé d'être noble, il y avait déjà des élections qui avaient lieu à partir du moment où on était un bourgeois libre dans une cité. Donc il y a toujours eu des tas de possibilités de restreindre le pouvoir de la royauté. Et le système des lobbies n'a pas été créé avec le capitalisme. Ça existait. Tu lis un livre qui s'appelle L'industrie au Moyen-Âge, je crois que c'était un truc comme ça. Il y avait des lobbies de... Tu sais, il y a un fait génial, c'est la première usine reconnue, c'est 13e siècle, et c'est les moulins. En fait, c'est une usine. C'est-à-dire qu'en gros, tu commences à faire un moulin à eau ou un moulin à vent, et ça veut dire que pour 1000 employés, tu n'as plus besoin que de 50 personnes. Absolument. Pour moudre le grain. Donc alors, le roi, au début... d'Angleterre, il dit ok, pourquoi pas, comment ça vient. Et puis ensuite, ces abrutis de corporatistes, de capitalistes, ils ont acheté plusieurs moulins. Donc en fait, ils sont devenus multipropriétaires de plusieurs usines. Donc là, le roi, il dit attendez, parce que je comprends pas très bien là. Qui travaille, qui est quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a plus que 2 leaders qui sont propriétaires de tous les moulins. Donc en fait, vous foutez plus rien et vous êtes multipropriétaires. Et les gars, ils ont commencé à faire oui, bah alors on veut plus d'endroits. Et le roi, il a dit non mais attendez, là. Ici, si vous mettez un moulin ici, l'eau, ça va enlever les poissons. Du coup, les pêcheurs, ils ont plus de poissons, etc., etc. Donc, il a interdit les corporations d'obtenir plus de 3 moulins par corpo. Et les lobbies essayaient de pousser.
C'est la preuve qu'un roi peut s'opposer plus facilement à des lobbies, ou en tout cas au système capitaliste, que ne le pourrait une république. Il a une vision sur 300 ans. Absolument. Le roi. Donc le lobbyiste qui vient mais lui aussi d'ailleurs, au passage, tu te retrouves avec des industries qui ont une vision sur 300 ans aussi. C'est-à-dire que tout le monde monte le niveau. C'est-à-dire que l'industrie, quand elle commence à créer ses moulins, elle se dit mon petit-fils, il aura encore les moulins. Ils sont malins aussi. Ça, c'est des trucs que tu retrouves de moins en moins. Il y a les grosses sociétés capitalistes qui pensent sur 400 ans parce qu'elles sont gérantes du système capital. Mais pour beaucoup d'entreprises, je sais pas, moi, j'ai vu une statistique, apparemment 80% en France des gens touchent moins de 2500 €. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, ils sont tous salariés. Donc 80% d'esclaves en France. Le salaire médian en France, c'est-à-dire le salaire en dessous duquel la moitié de la population ne gagne pas ce salaire, c'est 1500 €. C'est ça. Tout le monde au SMIC. Tout le monde au SMIC. Tout le monde salarié au SMIC. 80% de la population. Le SMIC, c'est le minimum. Et tout le monde est là-dessus. Absurde. Parce que je pense que l'école aussi, non seulement donc, de ce que j'avais dit dans une de mes anciennes émissions, a tout fait pour enlever tout objectif qui serait supramatériel dans l'élévation de l'enfant, mais en plus de ça, elle a tout fait pour former des salariés, quoi. Pour former des mecs qui pourraient prendre place dans l'usine à un moment, quoi. Et il y a une vidéo d'Autodisciple qui dit ça. Autodisciple, l'école. L'école égale prison, ça s'appelle la vidéo. Et il explique qu'il y a un livre qui le prouve. C'est l'école a été construite pour former des gens à l'usine pendant la Première Guerre mondiale, je crois. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, la sonnerie, le fait d'avoir des repas fixes, etc., tout ça, c'est la reproduction de l'usine. Et donc, en fait, c'est pour former des ouvriers. Et donc là, on est encore sur ce modèle, mais il n'y a plus d'usine. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de... Mais oui, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens au chômage. C'est tout simplement parce qu'on forme des ouvriers à l'école, sous un modèle ouvrier, mais il n'y a plus d'usine. Donc déjà, rien que ça, il faudrait au moins une réforme. C'est vrai. C'est d'ailleurs même la cantine des élèves, elle fait un petit peu penser finalement à la cantine des ouvriers à l'usine. C'est fait pour ça. Ça a été fait comme ça. C'est ça qui est magistral. Et autant le Japon a pris ce modèle-là, anglais-français, de former des ouvriers, mais eux, ils sont vraiment des ouvriers. C'est-à-dire que derrière, il y a vraiment des usines, et il y a vraiment des corporations. Et d'ailleurs, ils fonctionnent en corporation. Donc il y a vraiment ça. Mais nous, on les a même pas, les emplois, pour voir. Donc on forme des gens en espérant qu'ils deviennent salariés et finalement ils deviennent chômeurs et voire moins que ça en fait ils savent même plus ce qu'ils veulent faire quoi. Exactement, et ils n'ont pas de vision à long terme et ils n'ont pas de représentants qui a une vision à long terme, c'est absurde. Non mais c'est vrai que c'est assez ça. Tout ce qui me convainc d'être royaliste, c'est ça. En fait, le royalisme, est-ce que c'est pas aujourd'hui la meilleure manière de s'opposer à la société un peu libérale capitaliste? Moi, je vois pas autrement. Parce que dès que tu crées un parti, tu crées une économie sujette à... tu sais, que ça soit l'association, c'est ce qui se rapproche le plus de la corporation, parce que l'association, c'est l'héritière, c'est ce qu'on nous a concédé en 1901. Il me semble même que c'est Maurras qui s'est battu pour obtenir le droit à l'association, si je me souviens bien. Donc, en fait, l'association, c'est ce qui nous reste de la corporation. Mais en dehors de l'association, toute société ou parti politique a les codes légaux de la République. Donc de toute façon, quand tu crées un parti, pour te battre, tu te bats avec les armes de la République. Donc c'est foutu. Mais par exemple, Étienne Chouard, je sais pas si tu vois, tu connais un peu Soral, tu dois connaître Étienne Chouard, qui lui préconise par exemple le tirage au sort, qu'on reste en République, qu'on reste dans une démocratie et que les assemblées soient constituées par des gens qui ont été tirés au sort un petit peu mais pas trop sur le modèle athénien quoi. Moi je suis pour ça. En tant que républicain, je suis pour ça. Mais en tant que royaliste, je m'en fous. C'est ça en fait le truc, c'est que j'ai deux oppositions. Si on veut la République, je veux Étienne Chouard. Je veux le tirage au sort. Mais t'as pas peur justement que ce soit la reproduction finalement un mec qui est tiré au sort par exemple pendant 1 an pour être sénateur ou député, en considérant que député a encore du pouvoir dans ce modèle-là, il pourra finalement être acheté aussi facilement qu'un député peut être acheté aujourd'hui. Et je crois que c'est pas ça le plan de Étienne Chouard, pour l'avoir analysé. Il me semble que c'était exactement un président comme on l'élit là actuellement, donc tous les 5 ans. Et le tirage au sort, c'est par exemple sortir du nucléaire, c'est une question qui va être posée, et on va inviter 1000 personnes à débattre et à voter ce truc-là. Et ces 1000 personnes vont être tirées au hasard parmi ceux qui postulent. Donc si toute France entière postule à cette question, il y a 1000 personnes qui vont être tirées au sort, qui vont être dans une assemblée pendant 1 mois. Et donc tu vas te retrouver avec des cadres, des pompiers, avec de tout en fait, qui vont prendre à plat le sujet et voter à main levée, à décider du sortir du nucléaire ou non. Et le président n'a pas son mot à dire.
il doit juste après appliquer la décision du peuple. Je crois que c'est ça qu'il avait pensé. Hein. Moi, effectivement, je crains malgré tout que ce soit vite le bordel et que les élites économiques arrivent toujours un petit peu à se faufiler et à reproduire le schéma qu'on vit actuellement. Maintenant, on aura la même chose avec le roi. Hein. On aura la même chose avec le roi. Ça, c'est les. Ça dépend quel roi. Ça dépend quel roi, justement. Si on est sur un roi parlementaire à l'anglaise ou à l'espagnol, effectivement, là, on l'a. Genre, c'est déjà le cas. Mais si on est sur un roi qui a vraiment du pouvoir et qui a la décision en dernier recours de faire ce qu'il veut, qui peut prendre la décision de faire ce qu'il veut, là, ce sera beaucoup plus compliqué. Alors, je dis pas que ce sera pas possible parce que je pense qu'ils arriveront toujours à se faufiler, mais ce sera compliqué. Quand un roi est riche et célèbre, qu'il a autant de femmes qu'il veut et qu'il a le cadre principal, c'est difficile de le corrompre, hein, c'est sûr. Après, bon. Alors qu'une assemblée de 1000 personnes, tu leur dis, mais dans 3 mois, quand vous aurez fini de débattre sur le nucléaire, vous reprendrez votre vie un petit peu minable d'ouvrier, etc. À mon avis, c'est assez facile de les acheter, ou en tout cas d'en acheter une majorité, quoi. Ouais, mais ouais. Mais c'est risqué, parce que quand tu proposes des pots de vin à 1000 personnes à chaque fois, tu peux facilement te faire débouter, tu vois. Quand tu regardes notre assemblée de députés et le Sénat, donc les députés, c'est 500. Ils jouissent de ça pendant 10 ans. La différence, c'est que là, ils jouissent de ça pendant 10 ans. Moi, je sais que si jamais je débarque, je suis sélectionné, toi et moi, et il y a un pot de vin qui nous tombe sous le nez, on dénonce. Du coup, ça fait scandale. Oui, mais... Donc il y a toujours au moins une personne parmi les 1000 qui va gueuler, tu vois. Oui, mais imaginons même qu'on est tous les deux dans ce groupe et on dénonce le truc. Imaginons. Qui est censé relayer notre dénonciation pour que les gens puissent avoir accès justement à cette dénonciation et être au courant de ce qui se passe. C'est finalement les médias. Et je doute très honnêtement, vu les collusions qu'il y a entre le secteur économique et le secteur médiatique, que d'un coup BFM TV disent 2 représentants tirés au sort au comité expliquent qu'ils ont été... Après, moi, ce que j'apprécie chez Chouard, c'est surtout la notion de travail qui est présente dans son truc, puisque c'est chacun bosse pour sa république et son idéal. Et ça, j'aime beaucoup. L'idée qu'il faut mettre la main à la pâte pour obtenir un résultat. Ça, c'est énorme pour moi. C'est l'idée un petit peu athénienne, en fait. Hein. C'est vraiment la démocratie athénienne. Non, mais ça j'avoue, moi j'ai du respect pour le travail d'Étienne Chouard. D'ailleurs, j'ai commandé son livre qui est sorti, je crois, en 2017, Nous ne sommes pas en démocratie, donc j'attends de le recevoir. Et j'en ferai une note de lecture d'ailleurs sur ma chaîne YouTube. Mais effectivement, je connais pas assez pour vraiment débattre sur le sujet. Mais malgré tout, j'ai un petit peu peur que facilement on en vienne aux mêmes dérives qu'on a avec la République actuellement, quoi. Moi, écoute, à chaque fois, le truc des rois, c'est qu'en commentaire en dessous, on va encore avoir des commentaires du type « Oui, mais le roi va dériver aussi ». En fait, les dérives, c'est pas un truc, selon moi, à prendre en compte pour quel que soit, et d'ailleurs c'est pas un argument, c'est pas à cause de la dérive républicaine que je veux un roi, par exemple. Parce que ça, c'est aussi un problème, c'est-à-dire que c'est aussi le problème du militantisme. Le militantisme, c'est je ne suis pas content, donc je veux autre chose. Et ça, c'est ridicule, c'est contre-productif. Je pense que les dérives, c'est pas quelque chose à prendre en compte, parce que, tu sais, en programmation neurolinguistique, on parle d'esprit positif, il faut se fixer sur ce qu'on peut faire par nos propres moyens. Moi, intuitivement, un roi me permet plus de travailler mieux. Dans mon cas. Si chacun fait son introspection et se dit quel est le cadre dans lequel je peux travailler le mieux. Si c'est la République, qu'il s'estime républicain. Moi, je sais que là, le cadre que m'offre la République française n'est pas un cadre dans lequel je peux m'épanouir. Fonder une société, c'est le bordel, c'est incroyable le nombre d'impôts et de bordel que c'est. Devenir propriétaire, c'est pas possible, c'est l'enfer. Enfin, ce n'est pas un cadre épanouissant. Le roi, tel que je le sens, tel que je l'ai lu pour l'instant, a l'air d'être un cadre favorisant. Le cadre de Étienne Chouard n'est pas forcément un cadre dans lequel je peux m'épanouir dans le travail, mais je peux par contre travailler à la politique, du coup, avec ce cadre-là. Et donc, je pense que chacun doit faire son introspection de quel est mon idéal de travail, qu'est-ce que je veux faire là à l'horizon de mes 50 personnes qui m'entourent, de ma ville, et donc quel est le cadre politique qui me permet de m'épanouir là-dedans. Et c'est là que se trouve la réponse, et non pas dans oui, mais quels sont les problèmes liés, parce que c'est toujours comme ça que les gens pensent, hein. Quels sont les problèmes de la République, et puis après, quels sont les problèmes si je choisis le roi, quels sont les problèmes si je choisis Chouard, tu vois. À chercher toujours les problèmes, oui, on va trouver des problèmes. À chercher des solutions, on va trouver beaucoup de solutions. Moi, c'est pour ça que c'est d'ailleurs pour ça que je suis pas militant, c'est parce que offrons des solutions. Plus on offre de solutions, plus il y a de solutions qui s'ouvrent. Où on trouvera
Tu sais, si tu lances un message positif, regarde, là on parle du roi, je me dis des fois, j'ai hésité même à faire des vidéos qui s'appellent message au prince. Et m'adresser directement à celui qui, dans 400 ans, ou je ne sais combien, peut-être plus, ou qui dès maintenant se sent le prochain roi. Pour le former. Parce qu'on aurait plutôt avantage à former le futur roi et à donner des pistes positives. Tu balances, c'est comme les albums de rap. Tu fais un album de rap pour des prolos, puis en fait il monte dans les oreilles des bourgeois, et après le bourgeois conteste son père. Et son père c'est peut-être le patron de Carrefour. Et du coup quand il prend la relève, il a un peu de ce prolétariat qui lui a sonné à l'oreille. Ouais, mais je vois. Leclerc, un peu, tu vois. Je vois. D'ailleurs, je me permets de te dire qu'il y a une chaîne YouTube qui a été créée il y a pas longtemps par un royaliste qui a un projet de réaliser un film qui s'appelle Kevin Ier sur un mec qui s'appelle Kevin, qui est un petit mec des cités, etc., qui va devenir roi de France. Et donc les mecs essayent de le former. Les royalistes essayent de le former à devenir absolument royaliste. Que tu me l'envoies, ça, c'est énorme. Ah, mais oui, mais c'est excellent. Le mec, franchement, je pense qu'il a compris. C'est une comédie, vraiment, mais le mec est royaliste. Il a commencé son court-métrage déjà ? Ben là, il a casté les mecs, il a commencé un petit peu à lancer sa chaîne YouTube pour se faire un petit peu, parce que lui en plus c'est vraiment un artiste, quoi. C'est-à-dire que il est dans le truc en mode. J'aurais aimé moi travailler avec lui. Tu peux pas me mettre en relation avec lui ? Ah bah bien sûr, si tu veux, je peux te donner son mail. Il est excellent. Hein. Tu vas voir sa chaîne en plus et tout. C'est vraiment très bien. Et le mec, donc l'idée c'est comment on fait pour former le petit mec qui vient de la cité, qui sait pas du tout ce que c'est roi de France, et pour en faire un bon roi de France pour les Français. C'est excellent. Excellent. T'as déjà parlé avec lui ? Ah ben j'ai même fait une émission avec lui. Elle est pas encore sur la chaîne, mais elle va passer bientôt. Mais ouais, c'est superbe. Ah ouais, faut que tu me mettes en relation. Énorme. Ben je vais t'envoyer. Je vais t'envoyer. Voilà, pour moi, ça c'est une des solutions. Ça c'est une solution, ça. Non mais c'est vrai que j'avoue que là il a eu une bonne idée pour toucher un peu plus de monde sur la question du royalisme et pour en même temps poser la bonne question, comment on forme le mec pour devenir roi, mais aussi en fait il pose une question plus large, comment on forme chaque individu pour qu'il cesse d'être un petit consommateur, un fan de Coca et de McDo et qu'il passe au-delà de ça. Et d'ailleurs au passage l'art est à comprendre comme un bac à sable dans lequel on peut faire des tests sociaux, psychologiques. Et c'est à ça que sert l'art. C'est un bac à sable dans lequel on teste, on fait des Legos pour voir si ça fonctionne, si ça tient la route en fait. Avant de l'appliquer dans le réel. Ok. Pour moi. Hein. Moi je suis pas assez artiste pour vraiment dire, il faudrait que je demande à ma femme qui elle est vraiment une artiste. Mais elle me tiendrait la jambe pendant 1 heure et ça me gonflerait. Ne jamais parler de choses trop sérieuses avec une femme. Moi, je crois qu'on a fait à peu près 47 minutes d'émission, donc je pense qu'on va s'arrêter là pour ce coup-ci. Mais ouais, alors pour les gens qui sont déçus parce que je donne pas mes indications du type quel roi je veux, machin. Pour moi, c'est pas une question. C'est pas, on n'en est pas à ce moment-là. Largement pas. Non mais là je suis d'accord avec toi parce que beaucoup en fait attendent de savoir pour qui on est, c'est-à-dire pour le comte de Paris ou le duc d'Anjou ou un autre encore. Mais c'est que ça n'a pas de sens actuellement. Actuellement, dire on est pour le comte de Paris ou le duc d'Anjou, déjà, les princes n'ont pas réellement montré qu'ils avaient envie d'être sur le trône, et en plus de ça, on n'est pas du tout à l'instant où on va avoir à choisir. Là, pour l'instant... Mais en plus, t'imagines, ce question, c'est revenir sur le modèle républicain en estimant que soit, en tant que égoïstement, on a la responsabilité et le droit de désigner ça, alors que au bout du bout, on cherche un roi qui va prendre des décisions tout seul. Donc moi, j'ai envie de dire, s'ils veulent prendre le pouvoir, qu'ils se démerdent entre eux, parce que de toute façon, ça va être eux qui vont bosser. Parce que le roi, c'est celui qui va bosser avec son équipe. Donc ils se démerdent déjà. Qu'ils nous prouvent qu'ils savent se démerder. Mais qu'ils nous prouvent qu'ils sont rois, même déjà, parce que quand on est roi, on prend pas le titre de comte de Paris ou de duc d'Anjou. Et on n'attend pas sur le territoire de la France que quelque chose se passe. On part en exil et on fait en sorte que quelque chose se passe. Tu sais, il y a une solution. Hein. Un jour, en dehors de la République, un roi dit « À partir d'aujourd'hui, je suis roi ». Et c'est tout. Même si c'est pas dans les papiers, même si c'est pas. Tout à fait. Et puis chacun fait ça. Et puis chacun se démerde pour, en effet, acheter un château, par exemple, faire fonctionner l'économie commune. Maintenant, en plus, il y a les bitcoins, il y a plein de manières de faire. Tu sais, tous les gens qui font des fermes autogérées. Absolument. Des fois, ils ont des chefs.
Bon, bah là, on pourrait très bien avoir un roi dans une ferme autogérée, etc., etc. Et après, ça va tout seul. Il faut juste le déclarer une bonne fois pour toutes. C'est ça. Et commencer à pousser. Tout est dans la question du symbole et de la déclaration, et après de commencer, pourquoi pas, à libérer un petit peu le territoire petit à petit en créant des sortes de ZAD royalistes, quoi. Et bien sûr. Et ce serait une option. Parce que dans l'histoire de France, c'est ça, hein, c'est du déclaratif. Hein. Oui. Le jour où la France devient France, c'est écrit sur le papier parce qu'on l'a décidé ce jour-là. Et par contre, après, c'est des années de travail pour créer ce territoire réellement de manière effective. C'est écrit sur le papier et puis c'est effectif sur la terre. C'est pas comme ça. Hein. On le décide ensemble avec l'Église et à partir de là, on travaille pour le faire. Oui, mais justement, je pense que les royalistes se prennent un peu trop au sérieux sur cette question et n'envisagent pas ce genre d'éléments. Ils veulent respecter le logiciel républicain actuel, c'est-à-dire élection, accord du peuple qui ne veut rien dire, mais voilà. Oh, ils m'ont voulu. Oh là là, maintenant je suis roi parce qu'ils l'ont voulu. Non. Boss, déclare. Et si, c'est comme une chaîne YouTube, parle sur la chaîne YouTube, s'il y a 10 personnes pour t'écouter, il y aura 10 personnes, s'il y a 10 millions, il y a 10 millions. C'est pas à toi de le décider, ça. Mais je suis tout à fait d'accord. Et quand je vois les mecs de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes qui ont réussi à faire reculer la République, tout simplement, enfin, une bande, sans vouloir vexer personne, mais une bande de pouilleux qui se retrouvent là-bas à avoir à peine une douche froide tous les 3 jours et qui se retrouvent à faire reculer finalement l'État, je me dis, mais enfin, comment ça se fait que allez, 200 mecs comme ça arrivent quasiment à libérer un territoire. Et oui. Et c'est pour ça que les droitards qui disent que Soral est un con parce que c'est un crypto-gauchiste, je ne sais quoi, il y a un moment où la gauche a à apprendre, et moi ça a été le travail que j'ai fait ces 5 dernières années, de dire aux gauchistes, inspirez-vous de la droite parce que vous allez avancer, parce la droite a créé un corpus qui vous avance sur les questions bancaires surtout, parce qu'ils étaient très en retard, ce que fait Mélenchon maintenant. Hein. Et puis à droite, maintenant, il va falloir s'inspirer de la gauche pour savoir construire un projet étape par étape. Parce que ça, la gauche sait très bien le faire. Commencer par une déclaration tranquille, sans complexe, et puis progressivement bosser. La droite a tendance à toujours fignoler les détails avant de commencer. Bon. Faut savoir aussi, oui, c'est toujours un peu le chaos quand on commence. Hein. Le premier geste, c'est toujours de la merde de toute façon. Donc il faut le faire le plus vite possible. C'est vrai, non, je suis bien d'accord. Et puis, de toute façon, j'ai presque envie de finir en citant cette phrase de Jean Raspail qui disait « Quand on représente une cause perdue, on ne trouve pas refuge dans un château en s'enfermant, en fermant les portes et en attendant que quelque chose se passe, en attendant qu'une armée vienne assiéger le château. Non, on sort du château, on prend un cheval, on sonne du clairon et on charge, même s'il n'y a personne dehors, juste pour exister encore un peu. » Et ben voilà. Ah, c'est Don Quichotte. C'est ça. C'est bien ça. C'est ça, c'est un petit peu du Don Quichotte, mais surtout... Voilà, ça plutôt que mourir, quoi. Ça plutôt que mourir de vieillesse en attendant dans la salle du château qu'une armée vienne l'assiéger alors que tout le monde s'en branle. Et ben voilà. Bah oui, je suis complètement d'accord. Ça m'a fait plaisir alors. Bon bah j'ai hâte de voir les commentaires des royalistes du coup. Oui, n'aie pas trop hâte. Je sais pas trop ce que ça va donner. Mais bon, de toute façon, on est en train de construire, donc on va bien voir ce que ça va donner. Moi, je trouve que c'est quand même extraordinaire que jusqu'à maintenant, il n'y ait pas eu vraiment de pont entre les royalistes traditionnels et le royalisme qui se développe de manière indépendante sur YouTube. Et je me dis, ce serait quand même bien qu'à un moment, on sorte un petit peu du cadre du « je suis pour un tel, et si toi, tu n'es pas pour le même prétendant que moi, tu n'es qu'un connard, un fils de pute, etc. » Voilà, on est quand même plus beaucoup et on est en train de se manger la gueule les uns les autres, c'est quand même terrible, quoi. Exact. Bien, un dernier mot ? Bah, au boulot, comme d'hab. Mais ce sera le mot de la fin alors, au boulot. Je vous remercie de tous nous avoir écoutés. C'était Alexandre du Cercle Richelieu. Devenez royaliste, c'est bon pour la santé. Et on se revoit bientôt. À la prochaine tout le monde.